Et bonjour à tous. Hello. Alors, on va d'abord s'assurer que tout le monde nous entend bien. Il me semble que c'est bon. Bienvenue, on va attendre un peu que les personnes arrivent. Donc, bienvenue à tous. Donc, on se retrouve ici pour ce webinaire qui est organisé par TIGA dans le cadre de la semaine du petit product. Donc, c'est une semaine qui est dédiée à ceux qui veulent se lancer dans le produit. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le métier de product designer. Et pour ça, je suis accompagné de Mathias, Malia et Claire. Bienvenue à vous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Impeccable, ouais. Ouais, Ok, super. nickel. Donc rapidement, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Ils seront mis en avant et on essaiera d'y répondre tout au long de ce webinaire. Et puis, voilà, il me semble que c'est bon. On va commencer par se présenter rapidement. Si vous voulez, je commence. Donc, je suis consultant chez TIGA et pour l'instant, je suis en mission chez Cybelle Angel. Donc, c'est un acteur de la cybersécurité en France et j'y suis depuis quelques mois. Voilà. Donc, Malia, si tu veux, je te laisse la main pour te présenter. Salut à tous. Donc, moi, c'est Malia. Je suis product designer chez Unlatch. Unlatch, c'est une solution SaaS B2B pour les promoteurs immobiliers. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, en gros, on crée un logiciel pour les promoteurs immobiliers pour qu'ils puissent notamment suivre toute la vente ou créer des contrats de manière automatique. Enfin, voilà, plein de trucs un peu comme ça. Et côté design, c'est assez chouette parce que on intervient sur un peu, on a un grand impact parce qu'on intervient chez des gens qui travaillent sur ce logiciel 8 heures par jour, tous les jours. Donc, c'est assez intéressant. Okay. Vas-y, Claire. Continue. Bonjour à tous, Claire, enchantée. Je suis product designer à Botify depuis 4 ans et demi maintenant. Botify, c'est aussi un logiciel SaaS B2B. Pour le coup, c'est une plateforme, un logiciel qui permet à nos clients d'améliorer leur SEO. Le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, et c'est la manière dont en fait nos clients vont améliorer leur site internet pour être mieux référencés dans les moteurs de recherche. Alors nous, notre plateforme, elle leur permet de trouver les endroits sur lesquels est-ce qu'ils peuvent s'améliorer. Voilà. Et bonjour à tous, moi c'est Mathias, donc moi je suis product designer chez Partout depuis 2015. C'est un outil SaaS également, B2B. Donc là, l'objectif, c'est d'aider en fait les entreprises à être plus proches de leurs clients, notamment en augmentant leur visibilité, en leur permettant de répondre à leurs avis, à leurs messages. Et voilà. Ok, très bien. Merci à vous trois. Donc, comme je vous le disais, l'objectif de ce talk, ça va être de s'intéresser un peu mieux au métier de product designer et comprendre comment se lancer dans ce métier-là. Et pour ça, on va notamment s'intéresser à vos différents parcours qui sont assez différents. Hein, voilà. Malia, si tu veux commencer. Ouais, ça marche. Du coup, moi, de mon côté, j'ai toujours eu un grand attrait pour à la fois le côté un peu logique, mathématique, nouvelles technologies, et de l'autre côté, un peu tout ce qui est socio. J'ai fait des études, du coup, de la culture internationale qui s'approchait pas mal de la socio. Et après, du coup, j'ai commencé toutes mes études dès le début pour vraiment travailler sur la partie design. Sauf qu'en fait, ce qui me manquait au quotidien, un peu dans mes études, c'était vraiment, en fait, on avait énormément la partie pratico-pratique, mais par contre, on n'avait pas vraiment la partie recherche utilisateur. Et ça, je l'ai retrouvé dans les stages, quand je faisais des stages dans l'Institut d'études qualitatives. Donc, en fait, j'avais mes deux un peu grandes notions. Et en fait, c'est dans UX Design que j'ai retrouvé les deux notions. Et c'est là où, en fait, j'ai pu trouver à la fois la partie vraiment comprendre l'utilisateur, le côté un peu logique, le côté nouvelle technologie et la partie aussi, du coup, vraiment pratico-pratique, comment faire du beau design pratique. Donc, j'ai commencé à faire mes stages dans UX et après, du coup, petit à petit,
je montais en compétences en free et j'ai fait quelques missions dans des grosses boîtes, en agence. Et aujourd'hui, du coup, je suis vraiment product designer chez Anatch. Ça fait du coup presque 2 ans maintenant. Très bien, très clair. Claire, tu veux nous parler un peu de ton parcours? Tout à fait. Du coup, moi, ça vient plutôt d'un plaisir de dessiner, hein, un peu classique, et puis un esprit un petit peu scientifique aussi. Du coup, moi, j'ai fait des études d'art appliqué, à la sortie desquelles j'étais une designer graphique en média imprimé qui faisait de l'illustration et des livres. Et puis tout simplement, hein, j'ai eu besoin d'un stage à la sortie de mes études. Et puis comme ça, un stage de UI designer à Botify est tombé. Très honnêtement, j'ai sauté dessus parce que j'avais besoin de vite trouver quelque chose. Et puis paf, ça a été une super surprise parce que j'ai adoré le métier dans lequel j'ai été formée par notamment 2 seniors UI designers les plus bienveillantes de la Terre. Et du coup, je suis passée de UI designer stagiaire à la seule UI designer de Botify pendant 1 an et demi. Et puis aujourd'hui, je suis product designer, donc je me suis confirmée. Et ça continue, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et ici, je trouve vraiment quelque chose que j'avais cherché pendant mon projet de fin d'études où je me disais, mais je veux trouver quelque chose qui mêle du design et de la psychologie. Et ben, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Ok, super. Bonjour. Alors moi, pour ma part, j'ai commencé par un DUT, à l'époque ça s'appelait SRC, Services et réseaux de communication. Aujourd'hui, c'est métier du multimédia et de l'Internet, parce que j'étais assez intéressé par le monde digital, sans trop vraiment savoir ce que je voulais faire. En toute honnêteté, au début, j'étais plus parti pour créer des personnages en 3D pour les jeux vidéo, un truc un peu axé là-dedans. Et donc, j'ai fait ce DUT très, très général. On fait aussi bien de l'audiovisuel que de la communication, des langues, du journalisme. Enfin, voilà, c'est vraiment ouvert sur tout, et aussi du web. Et c'est là-dedans donc, que j'ai découvert le poste de web designer, vers quoi je suis parti derrière. Donc, j'ai fait un stage en web design à la fin de ce DUT. J'ai enchaîné sur une licence chef de projet multimédia option web design à Paris, à Cifacom. Et j'étais en alternance où j'avais un poste donc de web design, direction artistique, où je faisais des sites d'hôtels. La boîte s'appelait MM Création. Et à force de faire des sites internet, en fait, j'aimais beaucoup ce domaine-là, mais c'était quand même beaucoup faire du beau. On n'était pas forcément là pour réinventer la roue et permettre à nos clients hôteliers, enfin plutôt les clients de nos clients, de réserver de manière très, très différente. On n'était pas forcément là pour créer des expériences. Au bout d'un moment, je me suis dit que j'aimerais bien quand même vraiment créer des parcours utilisateurs, faire plus du pratique que du beau. Et donc, en parallèle en fait, de mes études, j'ai eu la chance de rencontrer Thibaut, le CEO de Partout aujourd'hui, qui était en train de monter cette startup à l'époque, qui m'a proposé de le rejoindre. Et donc, je me suis retrouvé comme ça, premier designer chez Partout, dans une petite boîte qui était en croissance dès le début. Et aujourd'hui, me voilà maintenant product designer chez eux, où on est en train de recruter, de monter une équipe complète en design et sur tous les autres postes aussi. Ok, merci. À travers vos trois parcours, on voit bien qu'il n'y a pas de parcours parfait pour devenir product designer. Donc, c'est super cool. On voulait un peu s'intéresser au métier de product designer. Est-ce que vous avez une définition et comment, selon vous, s'applique le métier de product designer dans vos entreprises respectives? Je sais pas si Mathias, tu veux. C'est la question qui vient juste de popper justement. Donc, si Mathias, tu as un début de réponse et puis les autres pourront compléter éventuellement. Alors ouais, qu'est-ce que pour moi le product design? En fait, ma définition en tout cas, ce serait que bon, déjà c'est des mots qui apparaissent de plus en plus. Quand moi j'ai commencé dans le design, on parlait d'intégrateur, on parlait même de webmaster pour les développeurs. Donc c'est vraiment des wordings qui apparaissent avec les années pour structurer tous ces métiers-là qui sont quand même assez récents et qui sont en constante évolution. Et plus récemment, en fait, il y a vraiment les notions d'UX et d'UI qui se sont créées. Les UX designers qui créent des parcours clients font en sorte que ce soit le plus logique possible. Et les UI designers qui, eux, vont surtout s'assurer que ce soit esthétique et que l'UX soit comprise rapidement grâce à cette esthétique. Pour moi, le product design, ça regroupe les deux. On est à la fois dans l'UX et dans l'UI, et avec en plus une notion, je dirais, stratégique, peut-être commerciale sur les solutions sur lesquelles on travaille, où on ne va pas seulement répondre à un besoin et faire les maquettes en conséquence, mais on va aussi avoir une vision d'ensemble pour améliorer la stratégie d'entreprise
et toujours en fait se projeter, toujours essayer d'avoir un temps d'avance pour améliorer complètement la solution sur laquelle on travaille. Ouais, donc c'est une réponse plutôt claire, hein. Je vois si Ouais, vous avez complètement. à ajouter un petit point en plus, où il a été parfait. C'était très bien. J'aurais un petit point qui était on m'avait laissé entendre que la différence entre les deux, donc UX, UI et Product Designer, était vraiment très ressentie, notamment au niveau des formations actuelles. Sachez que personnellement, je ne la faisais pas jusque-là. Donc, ce flou artistique, il existe. Et ce que je veux dire, c'est que si vous vous sentez légitime en tant que UX, UI, n'hésitez pas peut-être à postuler pour des postes de Product Designer. Peut-être qu'une opportunité se fait et qu'il manque juste d'un petit déclencheur. Voilà. Ouais, d'ailleurs, pour revenir sur ça, c'est un très bon exemple. Moi, là, j'ai pas mal de candidats en product design, en fait, qui postulent sans le savoir parce qu'ils postulent à d'autres offres, parfois même en motion design, parfois en web design. Et en fait, en voyant le profil et en voyant les attentes de la personne, moi-même, je dis à mes équipes en interne, bon, bah, rediriger ce profil plutôt sur la candidature product design parce que c'est plutôt ça qu'elle recherche. Donc, visiblement, c'est vrai que c'est pas forcément très clair. Et là, je vois que Farah dit que c'est très changeant pour les entreprises, d'une entreprise à une autre, sur la définition du poste. En fait, c'est plus ça qu'il faut regarder. Comme dit Claire, il faut plutôt regarder les missions demandées. Le titre est assez variable. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, en fonction de l'entreprise, on peut se rendre compte qu'en fait, le métier, c'est product designer, mais bon, peut-être pas l'intitulé comme tel. Il y a peut-être un truc à ajouter là-dessus, c'est plutôt peut-être que le product designer, par rapport à UX, UI, il va être beaucoup plus en partenariat avec le PM ou avec le product manager du coup. Ça va être un vrai duo qui va se créer, alors que peut-être côté UX, UI, ce duo va être un peu moins fort ou moins présent en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, on a une question de François. Y a-t-il un type d'organisation privilégiée pour commencer selon vous, en interne, en agence, société presta, freelancing? C'est une sacrée question. Claire, est-ce que tu as un début de réponse? Alors, j'aurais peut-être un début, peut-être pas une fin. Comme vous savez, mon parcours à moi, c'est d'avoir commencé quelque part et d'y être encore. Mais c'est du coup l'interne qui m'a permis de beaucoup grandir. Après, j'imagine que comme partout, ça dépend de l'équipe qu'on a. Pour moi, si ça m'a permis de bien grandir, c'est que du coup, je restais avec des personnes référentes sur place qui avaient le plaisir du coup de me faire monter en compétence sur finalement presque la full stack d'un projet. Donc, ça peut être un lieu privilégié. En revanche, ces personnes-là m'ont elles-mêmes beaucoup parlé de leur début en agence. Je crois savoir que l'agence, c'est un endroit dans lequel on va plus facilement embaucher des profils sortant de formation. Et alors souvent, les retours qu'on a, c'est qu'on apprend énormément en agence au début. C'est quand même un endroit où on va voir passer beaucoup de projets. On va alors à la fois confronter notre gros syndrome de l'imposteur, mais avec une réalité du terrain, et il va y avoir beaucoup d'apprentissage. Et souvent, en fait, les profils qui ont fait de l'agence derrière vont aller plutôt en interne pour leur expérience, pour vivre le côté, jusqu'ici, j'ai toujours livré des bébés sans les voir grandir, et en interne, j'ai l'avantage de pouvoir en livrer un et de continuer de le suivre. Donc ça, c'est un peu pour les expériences qu'on m'a partagées, mais je crois que, somme toute, il n'y a pas de bon début. Tout est bon à prendre, et tant qu'on en tire des enseignements, c'est cool, quoi. Voilà, je suis complètement d'accord. Moi, du coup, j'ai commencé en agence et c'était, comme tu dis, en fait, le côté un peu sauté dans l'inconnu total. Et j'ai adoré parce qu'en fait, en un an, tu peux prendre tellement de responsabilités, ça, c'est génial. Mais du coup, tu as aussi tout ce turnover, auquel il faut forcément faire face. Mais pour moi, c'était le début idéal, pour le coup, pour apprendre plein de trucs, puis tu apprends plein de rituels aussi, les design challenges entre les différents designers. Tu te construis vraiment un réseau de designers assez important. Après, pour moi, le truc que moi, j'aurais pas privilégié en première expérience, c'est pas forcément le type d'organisation, c'est plus le nombre de designers. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi. Je pense qu'être designer seul, c'est peut-être pas forcément la meilleure manière de commencer en fait dans le design, parce que du coup en fait tu n'as pas vraiment d'autres designers pour vraiment connaître tes compétences, savoir tes
connaître un peu ta place aussi et savoir si ce que tu fais, ce que tu as appris à l'école ou dans les formations, si finalement tu l'appliques bien derrière. Et ça, je pense que c'est assez cool de finalement retrouver cette organisation, donc soit en agence, soit en vrai à l'intérieur d'une boîte ou en presta, en fait, peu importe, mais du coup avec quand même d'autres designers dans l'équipe. Ouais, je suis plutôt aligné moi aussi avec ça. C'est vrai que la partie freelance, ça me paraît peut-être un peu plus compliqué pour commencer, on est vraiment solo. Après, l'avantage, c'est qu'on sait que c'est vraiment soi-même qui avons réalisé les projets, donc il y a une part de reconnaissance, de fierté qu'on peut avoir assez rapidement, mais pour monter en compétence, c'est pas l'idéal. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai commencé en agence aussi. La contrainte de l'agence sera peut-être la partie, en effet, un peu plus de pression, des deadlines à respecter, des choses comme ça. En interne, on est sur une solution où là, on a peut-être plus de temps parce qu'on fait évoluer un outil ou selon sur quoi on travaille, ça reste une solution interne. Donc, moi, en tout cas, j'assimile ça à quelque chose où on a plus de temps. Société de Presta, par contre, j'ai jamais eu l'occasion de travailler pour ce genre d'entreprise. Donc là, je pourrais vraiment pas dire. Ok. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question. Quels sont les outils à maîtriser? Donc, question très, très intéressante. Malia, est-ce que tu as une réponse? Alors, la première chose pour moi, c'est papier, stylo. Vraiment, ça c'est vraiment très personnel. Je sais qu'on n'est pas tous vraiment dans le même cas de figure, mais en tout cas pour moi, en fait, si tu veux vraiment commencer par, tu vas maîtriser les maquettes, essayer de vraiment comprendre comment certaines choses sont faites, ben, partir sur papier, stylo, c'est vraiment génial pour décortiquer des choses et puis trouver des solutions. Et après, bien évidemment, du coup, on est quand même de plus en plus nombreux à utiliser Figma, qui est un logiciel où du coup, tu peux faire plein de trucs et qui est gratuit pour un certain nombre de personnes à travailler en simultané. Donc, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est super accessible pour les débuts aussi, pour voir, tester. Puis, tu as un milliard de tutos sur Internet existants pour vraiment comprendre et maîtriser. Donc ça, c'est vraiment super, super, super important. Après, en vrai, les autres outils, bon, du coup, dans Figma, tu as deux types de fichiers, je dirais. Tu as justement un type de fichier qui te permet de travailler sur les maquettes, sur les wireframes, et puis il y en a ce qu'on appelle des FigJam, où du coup là, c'est plus un peu une sorte de board de brainstorming où tu peux faire plein d'autres trucs. Et c'est intéressant de maîtriser les deux pour comprendre en fait les différences entre les deux. Et après, bon, bah, il y a plein d'autres outils qu'on utilise aussi. Je sais pas vous, chez nous, on utilise par exemple Zeppelin, qui est plutôt un outil de collaboration avec les développeurs qui arrive vraiment plus tard, une fois que nous, de notre côté, on a livré les maquettes et que c'est vraiment prêt pour être envoyé chez les devs. Puis après, en vrai, chez nous, on utilise Notion pour communication, Slack, enfin voilà, des outils un peu classiques. Donc, il n'y a pas non plus 10 000 outils à maîtriser. Je pense que vraiment, c'est plus comprendre et décortiquer comment sont faits des apps, comment sont faits des sites web, etc. C'est plus important, en fait, que de vraiment connaître les outils. Ça, c'est un peu mon avis perso, mais je trouve que vraiment, si tu veux commencer à maîtriser les outils, tu prends une app que tu connais, que tu aimes bien, et essaye de copier et de faire la même chose sur Figma. Et en fait, c'est comme ça que tu vas non seulement un peu travailler ton œil et comprendre, ben, tiens, là, il y a tant de pixels de différence, ok, l'icône, elle ressemble à ça, etc. Plutôt que réellement, et puis ça va aussi t'apprendre à utiliser bien Figma, plutôt que vraiment faire uniquement cette entrée par outil. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Vraiment, il y a des outils qui sont. Enfin, il y a un outil, on va dire, qui est clé, ça va être l'outil de conception, mais après, tout le reste, ça s'apprend, ça diffère entre les différentes entreprises, les différentes organisations, etc. Et comme là, c'est bien dit, Malia, le plus important, c'est de comprendre ce qu'on fait plus que l'outil. Donc, bon. Ce qui est plutôt cool aussi aujourd'hui, c'est que, personnellement, je trouve en tout cas que les outils se ressemblent quand même. Moi, j'ai commencé sur Sketch. On est passé à Figma. Il y avait la grosse question, est-ce qu'on passe plutôt à Figma ou plutôt Adobe XD? Et en fait, c'est très, très similaire. En tout cas, à partir du moment où j'ai appris Figma, je suis passé à Sketch vraiment, je crois qu'en 1 heure, j'avais vraiment compris le principe. Et derrière, après, on s'adapte au quotidien, on apprend constamment des nouvelles choses. Il y a des tutos aussi qui sortent beaucoup sur leur chaîne directement sur YouTube, par exemple. Il y a plein de designers sur les réseaux pour apprendre encore différentes techniques.
Et c'est un petit peu comme le métier aussi, qui lui évolue. On n'est pas à l'abri que dans 5 ans, on soit encore tous sur une nouvelle application. Parce que Sketch, il y a quelques années, était aussi l'outil utilisé. J'ai commencé, moi, c'était carrément sur Photoshop, donc la suite Adobe. Et voilà, ça peut complètement évoluer, mais c'est vrai que ça, c'est le principal outil aujourd'hui pour la partie design. Après, pour les tests utilisateurs, nous, chez Partout, on utilise Maze, qui est un outil qui nous permet, via Figma, de créer des parcours, puis dans Maze, d'en faire des missions, des sortes de petits exercices pour vérifier que nos utilisateurs en fait, comprennent bien ces parcours. Quand ils arrivent à la fin, il y a un petit message de félicitations et hop, ils passent à l'étape suivante. Et derrière, après, il y a du tracking pour s'assurer qu'ils ont cliqué au bon endroit, est-ce qu'ils se sont ratés, est-ce qu'ils n'ont pas compris une mission, est-ce qu'ils ont abandonné. Et pour ça aussi, il y a d'autres outils d'ailleurs pour traquer aussi les produits une fois qu'ils sont live, une fois qu'ils sont en ligne. Des outils comme Hotjar par exemple, ou qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Ouais, ça va être principalement ça, hein. Notion aussi, pareil, je sais pas, pour la communication, Slack, pareil. Mais la création pure, ouais, ça va être essentiellement Figma. Alors, une question de Théo. Dans une organisation produit, quelle est votre place et comment vous intégrez-vous dans le processus de product management? C'est une question clé de ce webinaire. Alors, Malia a commencé à avoir un début de réponse en parlant du product manager, donc en disant que le product designer doit être vraiment le partenaire privilégié du product designer. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ça? Mais je pense que... Je veux bien y aller un petit peu. J'avoue que c'est une des questions très, très clés qu'on a aujourd'hui à Botify. Nous, c'est pas le cas partout, hein, mais à Botify, en tout cas, le binôme product manager et product designer, il est très fort et très privilégié. D'ailleurs, j'ai vu du coup des questions popper là-dessus, hein. Il y a nous, ce qu'on fait par exemple à Botify, c'est qu'on a fait des grilles dans lesquelles en fait on a établi, ça c'est plutôt ce que fait généralement un product designer dans la vie du projet, ça c'est plutôt ce que fait un product manager. Puis parfois il y a des choses qui sont un peu au milieu, et nous on va essayer en début de projet de se les répartir, de se dire ah tiens, cette fois-ci un protocole, peut-être qu'on a le PM qui va dire j'aimerais bien qu'on le fasse. Généralement on fait plutôt de la coécriture, mais la manière de l'idée, certaines briques qui peuvent se retrouver au milieu, ça va être un processus de discussion qui va dépendre de nos appétences, de nos envies, du temps qu'on a aussi. Un projet n'est pas du tout vécu de la même manière, même par le même binôme, selon le moment de l'année et les workloads de chacun. Donc chez nous, ce sera de l'étroite collaboration qui va avoir pour maître mot la communication. C'est vraiment autour de ça que tout se base. Et puis ensuite, du coup, c'est de la flexibilité. Donc la manière dont on s'intègre, c'est on discute en amont, petit à petit dans la vie du projet, on décide de qui valider quelle part, on fait toujours de la synchronisation, quels sont les next steps, qui prend quoi, et c'est comme ça tout simplement qu'on arrive à la vie du projet. Beaucoup de synchro. Et chez nous, du coup, en termes d'orga produit, tu as le CPO. Donc, on est vraiment intégré dans la team produit. Tu as Head of Design, Head of Product, et ensuite, on a des squads. Et en fait, à chaque fois, dans la squad, tu as un designer intégré et un PM intégré. C'est ça qui permet, en fait, d'avoir ce duo. Tout le temps, en fait, ils vont travailler sur les mêmes chantiers. Donc, typiquement, toute la research chez nous, ils vont le faire ensemble. Vraiment, pour le coup, c'est... ils vont voir les utilisateurs, ils vont faire des ateliers de co-construction ensemble. Et ensuite, chacun se sépare en spec maquette. C'est là où, du coup, on a beaucoup de séparation. Et puis, ils reviennent à nouveau ensemble. Plus, pour le coup, c'est plus côté design où on fait typiquement le test utilisateur. Mais le PM, il est toujours présent aussi. Donc, on garde quand même ce duo un peu du début à la fin. Ouais, nous, c'est pareil, hein, chez Partout, c'est vraiment structuré de la même manière. On fonctionne avec des tribes en fonction de nos axes principaux. Une tribe interaction, une tribe visibility, ça après c'est très propre à nos produits, à ce qu'on fait. Et à l'intérieur de ces tribes, il y a des feature teams, donc composés à chaque fois d'un product manager, d'un lead développeur, de développeurs, et donc du product designer associé. Donc nous, on a des product designers par tribe qui vont travailler avec toutes les feature teams. Et après, voilà, c'est vraiment la même relation. Le product manager, en fait, fait un peu le lien entre les développeurs et les designers, même si on peut communiquer en direct, évidemment. Ouais. Derrière, avec le product manager est quand même le référent. Et en effet, c'est un vrai duo tout au long du projet. Chez Partout, ils font les user interviews également. Pour la partie test utilisateur, on se répartit ça
mutuellement. En fait, ça dépend vachement des projets. Ça dépend aussi de la deadline qu'on a. Enfin, il y a pas mal de facteurs qui peuvent faire changer ça. Et derrière, une fois que le projet est validé par tout le monde, c'est là où on fait justement cette partie test. On étudie la faisabilité avec les développeurs, évidemment. Le CPO intervient beaucoup aussi pour valider les flows. Et ensuite, une fois que le produit est en ligne, là, c'est vrai que c'est plus le product manager qui va rester un peu maître du suivi, des analytics, où là, on va avoir des data analysts qui vont intervenir. Nous, en tant que design, on va plus réfléchir aux fonctionnalités, ou alors, grâce aux sessions Hotjar, analyser des problèmes qui peuvent intervenir avec ce qu'on a proposé. Et derrière, on peut réfléchir à des améliorations, mais on va toujours rester en lien avec ce product manager. Disons que si une fonctionnalité a des problèmes, c'est vers le product manager qui a géré ce projet-là qu'on va se tourner. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc, donc pour résumer, le product designer intervient tout au long du processus de product management et le mot-clé, c'est communication, et en fonction des différents projets, on est plus ou moins impliqué dans les différentes étapes du processus. Exactement. On a une question de Sylvain. Hello, merci pour l'échange. Avec un métier qui recouvre l'UI, l'UX et de la stratégie, quels sont les livrables qu'on attend de vous? Très intéressant comme question aussi. Qui veut se lancer? Pas facile. Du coup, je peux lancer un début et comme ils le font très bien, les autres compléteront. Si on doit parler de livrables vraiment palpables, au final, à peu près tout ce qui intervient dans la vie d'un projet. Aujourd'hui, si on prend un projet depuis le début, pour la stratégie, ce qu'on peut attendre de moi au début du projet, c'est alors moi j'aime beaucoup Miro qui est comme FigJam, donc un outil de whiteboarding. J'aime beaucoup faire des whiteboards. Je vais commencer un whiteboard dans lequel je vais repartir du product outcome, le besoin, côté stratégie, qu'est-ce qu'on veut atteindre nous, ok, très bien, on met ça en place. Et puis ensuite, on va passer sur le cadrage. Donc pour la partie UX, récupérer tous les insights, les trier. Et puis pour la partie un peu stratégique qui va avec, c'est aussi savoir raconter une histoire avec la matière qu'on a. Ok, par rapport à tous les insights que j'ai sur cette problématique, quelle histoire est-ce que je raconte? Je réalise que c'est pas qu'un seul besoin, mais en fait, ce sont trois qui sont articulés. Et puis en fait, trouver la manière de mettre en forme les idées pour pouvoir toujours raconter une histoire. Donc que ce soit au CPO quand on le rencontre, ou que ce soit parfois, on parle beaucoup, nous, avec les développeurs de nos squads, puisqu'on va en fait avoir des entretiens avec eux, pas seulement quand on leur livre de la UI, on fait des meetings avec eux au cours de la UX pour soulever des points techniques, pour avoir leurs idées. Du coup, je dirais qu'au final, les livrables, c'est toujours un endroit dans lequel tu vas pouvoir raconter à quelle étape tu es, quelles questions tu te poses, et dans laquelle tu vas pouvoir remonter en fait à la genèse du projet. Là, j'en suis à l'étape de la conception en UX, c'est venu de tels ateliers, toujours pouvoir en fait réussir à les montrer avec quelque chose d'intelligible. Bon, au final, le lien du Miro d'un projet, c'est quelque chose que je vais partager. Je vais partager les liens vers des boards précis quand je cite quelque chose. Et puis, il y a la partie UI, comme vous vous en doutez, là, nous, on est encore des petits vieux, on a encore Marvel et Sketch, mais on va migrer sur Figma. Du coup, sur la partie UI, voilà, on est sur des écrans, des choses très bien finies, beaucoup plus chiadées. Mais voilà, pour la partie plus UX stratégie, tant que tu as le support qui te va pour raconter des histoires aux bonnes personnes, c'est un peu ça qu'on attend de toi. Ok. Je suis complètement d'accord. Du coup, c'est exactement comme Claire a dit. En fait, il y a des livrables en fonction de l'étape dans laquelle on se retrouve à l'intérieur d'un EPIC, d'un projet. Le livrable final, c'est les maquettes à envoyer aux devs, le prototype pour mieux leur expliquer aussi comment on va aller, comment on va interagir, quelles sont les micro-interactions, etc. Ça, c'est vraiment un peu le plus grand livrable, disons, avec du coup toutes les specs design, tous les commentaires derrière de tiens, en fait, ce truc-là devrait se comporter comme ça et c'est ça le corner case, c'est ça le cas qui est le plus difficile. Si jamais tu as, je sais pas, beaucoup plus de texte, ça va se comporter comme ça, etc., etc. Donc ça, c'est, disons, vraiment la fin. Et du coup, en fait, nous, chez nous, c'est le projet à 6-7 étapes. Donc, ça va de la conception, enfin, de la
du brief de base jusqu'à justement à la livraison et après aussi de toute la partie en fait de recettage et checker comment les devs comment eux de leur côté ils ont fait par rapport à ce que nous on attendait en termes de maquette. Et du coup, côté brief, on a un fichier A4 qui juste crée le brief dont tout le monde est d'accord. Ensuite, on a des user flow, des maquettes, des prototypes. Et à la fin, le livrable vraiment final dans une team produit, qui est en fait un livrable qu'on va ensuite célébrer, c'est le fait que notre utilisateur va utiliser comme il faut et bien, du coup, le produit qu'on a construit. Donc, en fait, c'est ça, en fait, un peu le livrable final à la fin, quoi. Mathias, t'es plutôt d'accord? Ouais, carrément, ouais. C'est la même chose. Je vois pas de livrable à ajouter. J'allais parler du recettage, mais c'est vrai que c'est le dernier, ouais, que j'ai en tête. Après, est-ce qu'on en a d'autres comme ça? Là, non, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit. Ok, très bien. On a une nouvelle question de Farah. Est-il possible d'être seul et premier product designer quand il n'y a pas d'équipe culture produit dans sa boîte? Any tips ou retour d'expérience? Alors, c'est marrant que tu poses cette question, Farah. J'ai été, moi, product designer seul dans mon ancienne entreprise. Je le suis aussi là dans ma première mission donc chez Cybelle. Alors, c'est possible, donc je peux essayer d'apporter un début de réponse. C'est possible, c'est pas l'idéal parce que, comme le disait Malia tout à l'heure, tu apprends forcément mieux avec quelqu'un qui est avec toi, qui est dans le même domaine que toi. Il peut te challenger, il peut te faire monter en compétences. C'est pas facile, mais c'est possible. Au sens où tu peux réussir à dégager des problématiques, réussir à résoudre des problèmes produits, essayer de faire avancer ou émerger un début de culture produit dans ton entreprise. Voilà pour mon début de réponse. Moi, ce que j'ajouterais aussi pour le côté tips, juste, c'est savoir bien s'entourer. Même si toi, de ton côté, enfin, toi, dans ta boîte, du coup, tu vas être la seule designer, mais tu peux suivre des programmes de mentorat, faire des meet-ups, enfin, tu vas avoir un peu la newsletter, rencontrer d'autres designers dans d'autres cadres, etc. Je pense que ça, enfin, les Slack design, je pense que tous ces petits trucs-là te permettent de ne pas te sentir seul quand tu as une question en particulier. En fait, tu sais que tu as d'autres designers qui vivent à peu près la même chose et à qui tu peux poser cette question. Ouais. Puis je rebondis sur ce que tu viens de dire, Malia. Effectivement, en plus, on vit à une époque où on a accès à beaucoup de choses, beaucoup de contenus, beaucoup de ressources, que ce soit notamment Tiga, où il y a beaucoup de Slack, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits sur Medium qui te permettent de savoir comment évoluer dans certaines contraintes. Voilà, et puis entoure-toi bien si tu as la possibilité des développeurs, des stakeholders, donc des parties prenantes. Je pense que c'est la meilleure chose à faire dans ces cas-là. Voilà. On a une nouvelle question de Victoire. Comment défendre sa candidature de product designer junior lors d'un screening call? Pas évident cette question. Claire, Mathias? Pas facile. Pour moi, il faut rappeler qu'un product designer junior est un product designer junior. Donc, les attentes qu'on va avoir sur ce profil-là sont juste celles d'un product designer qui est en apprentissage. Alors, pour moi, dans un screening call, il faut montrer sa motivation, il faut montrer qu'on a envie d'apprendre, il faut montrer une forme d'humilité. Pas en faire trop parce que le screening call, du coup, c'est le recruteur. Hein, c'est auprès des autres ensuite qui aura plein de choses à montrer sur la méthodo. À ce moment-là, il faut surtout prouver qu'on a envie, qu'on est bien intentionné, qu'on a essayé d'apprendre de la manière dont on le pouvait. Moi, j'ai un peu des idées de do's and don'ts, un peu plus pour la partie d'après où on va montrer un portfolio où il vaut mieux être assez
synthétique, ou quand on montre sa curiosité, ça suffit, ou nous, ce qu'on va essayer de détecter le plus, c'est de l'humilité, c'est de la capacité à savoir dire je ne sais pas, puisqu'au final, un junior, c'est quelqu'un qu'on va former. Donc, disons que je serais plus intéressée par un profil qui sait dire voilà ce que je sais pas, voilà ce que j'ai envie d'apprendre, voilà ce qui fait que je suis passionnée et que j'ai hyper envie de le faire. Et c'est plutôt ça, nous, qu'on va essayer de détecter, en tout cas. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est vrai que l'aspect passion est vachement important. C'est un métier qu'on associe vachement à la passion. Je pense que beaucoup de personnes deviennent designers en ayant commencé par des projets comme ça sur son temps libre, sur des loisirs. Et ça, c'est vrai que c'est le premier facteur pour moi, en tout cas, qui est primordial quand je rencontre un candidat. Et pour la partie screening, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que pour le product designer, en tout cas, enfin, quand on postule en tant que product designer, ce qui est important, c'est de montrer qu'on veut pas répondre à des problématiques. Comme je disais tout à l'heure, pas forcément chercher à faire du faux, mais à simplifier en fait la vie des gens, quoi. Montrer qu'on a envie de résoudre plusieurs problèmes, qu'on a envie de créer des outils qui soient faciles, accessibles à tous, qui répondent à des besoins réels. Totalement d'accord. On a une nouvelle question de François. Quels sont vos impératifs ethniques dans votre pratique du design aujourd'hui? Alors, je crois que c'est éthique. Donc, quels sont vos impératifs éthiques dans votre pratique du design aujourd'hui? Éthique. Voyons ce que l'éthique a à voir là-dedans. Il pourrait y avoir... C'est difficile l'éthique, ce que ça aurait à voir là-dedans. Disons que ce que tu pourrais demander, c'est est-ce qu'il y a des gros on ne vole pas les designs des autres, ça éthiquement parlant, évidemment, c'est clairement de ce type-là. Mais en termes d'éthique, pour moi, le designer, la seule éthique qu'il a, c'est au final sa curiosité et sa capacité à aller fouiller et à dire que éthiquement, plutôt, si une idée n'est pas la sienne, de savoir valoriser le travail des autres. Je ne sais pas si je réponds bien, la question est compliquée. Je ne sais pas si d'autres ont des idées. Moi, ça me fait penser à tout ce qui est dark pattern, par exemple. Donc, je sais pas si c'était effectivement ça aussi, mais donc, pour ceux qui savent pas, en gros, la dark pattern, c'est typiquement, je vais avoir une copine pour m'inciter à suivre un newsletter et en fait, si je veux pas y aller, je clique sur un bouton non. En fait, ce bouton va s'appeler non, je veux pas apprendre, non, je vais rester bête, par exemple. Enfin, je donne vraiment un exemple un peu rapide comme ça, mais en tout cas, c'est ça. C'est en gros me manipuler, me donner l'impression de faire quelque chose de mal, alors qu'en fait, je fais quelque chose de bien. Et donc, vraiment, on est dans une manipulation assez forte de l'utilisateur, vraiment donc pas éthique, justement. C'est hyper dur. C'est hyper dur parce que en fonction de la boîte pour laquelle on va travailler et de la place du design au sein de cette boîte, des fois, en fait, nos postulats éthiques vont peut-être pas, en fait, avoir... on va peut-être avoir du mal, en tout cas, à donner des arguments parce qu'en fait, par exemple, dans une grosse boîte, je vais souscrire à un abonnement sans m'en rendre compte et je vais devoir payer tous les mois. Mais en fait, c'est un mauvais business. C'est un bon business court terme pour la boîte, mauvais business sur du long terme. Donc, en fait, normalement, si on est dans une boîte qui a un produit chouette, qui a une vision business assez chouette, on va pouvoir quand même convaincre les boss de pas avoir ce genre de démarche. Mais je sais que ça existe. Et après, du coup, c'est à nous de voir jusqu'où on a envie de se battre au sein de la boîte, jusqu'où on a envie de plutôt travailler pour des produits qui sont beaucoup plus et qui n'ont pas justement ces pratiques éthiques. Non éthiques, voilà. En fait, c'est un peu à chacun de voir là-dessus. Moi, perso, du coup, moi, j'ai changé justement d'une boîte à l'autre pour ne pas avoir ces questionnements-là et pouvoir réellement avoir un vrai pouvoir derrière sur ce genre de questions. Ouais, je pense qu'il est important, c'est vraiment de sentir qu'on aide les utilisateurs. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision en termes d'éthique. Répondre à un vrai besoin et simplifier la vie des utilisateurs et non pas simplifier
la manière pour les entreprises de faire de l'argent. Je dirais que ça, c'est ma vision du design en tout cas. Mais j'ai pas pareil, ça répond vraiment à la question, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai comprise. Ouais, c'est ça, faut être. Tu as parlé de notion de pouvoir, Malia, c'est ça. Faut être conscient qu'en tant que product designer, on a un certain pouvoir. Il faut juste euh, être sûr de l'utiliser pour les bonnes choses et pas forcément pour résoudre un vrai problème et pas forcément pour faire gagner plus d'argent à l'entreprise. LinkedIn user. Ok. Quels sont les soft skills clés dans les relations avec d'un côté les PM et de l'autre les devs? Communication. Ça, on ne cessera jamais de le dire, mais c'est la clarté, c'est la transparence. Alors pour moi, communication et humilité, c'est vraiment les piliers du métier. C'est savoir dire qu'on ne sait pas. Et du coup, la collaboration, c'est-à-dire aussi la valorisation du travail des autres. Quand quelqu'un a fait quelque chose, savoir dire ouais, c'est cool. Aujourd'hui, nous à Botify, la relation des designers avec les développeurs, on m'a dit qu'elle était assez exceptionnelle. Enfin, notre nouveau manager du coup qui est arrivé a dit j'avais pas vu ça ailleurs. Chez nous, c'est hyper clé, avec les PM aussi, mais c'est plus classique, disons. Avec les développeurs, l'idée a été de reprendre les choses depuis le début, leur dire qu'est-ce que vous avez comme livrable, qu'est-ce qui vous va, comment vous aimez les utiliser, comment est-ce qu'on peut vous rendre la vie plus facile. Et en fait, en mettant vraiment, vraiment ça en avant, on a une relation hyper privilégiée avec eux, où au quotidien, moi, j'ai des devs qui viennent me voir en me disant là, je trouve pas de solution. Et vu qu'ils savent qu'on fait tout le temps des compromis, ils disent A et B, qu'est-ce que tu préfères? Et toi, tu dis mais B, c'est fonctionnel, il n'y a pas de souci, allons-y quoi. Et à force de savoir que tu réagis comme ça, ils se passent le mot, ils viennent te voir plus facilement, on va beaucoup plus vite, on collabore beaucoup mieux pour tout ce qui est design system. Donc franchement, voilà, c'est une forme de douceur et de communication et ça fait le taf. Au niveau de l'humilité aussi, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est ne pas se braquer quand un projet n'est pas validé. Là, typiquement, si le PM ne valide pas ou si le dev nous dit que c'est pas réalisable, il ne faut vraiment pas le prendre personnellement. Il faut comprendre qu'on est une équipe, qu'on travaille tous ensemble et que le but, c'est d'améliorer ce sur quoi on travaille pour aller tous dans la même direction. Donc voilà, il y a ce détachement à avoir avec chaque projet. C'est vrai que quand on est en design, on a tendance à créer des choses et ça sort un peu de notre tête et on peut vite se dire c'est mon bébé, je ne veux pas qu'on y touche. Et non, il ne faut vraiment pas le prendre comme ça. De toute façon, même si c'était une mauvaise piste, on peut la garder de côté, ça peut nous servir derrière d'inspiration. On apprend toujours aussi de ces erreurs, entre guillemets. Et sinon, tout à l'heure, Malia parlait de Zeppelin comme outil pour assurer justement la communication entre les développeurs et les designers, ou du moins pour permettre aux développeurs de comprendre plus facilement les maquettes. En fait, il y a des outils comme ça qui existent. Figma le fait à petite échelle. On va pouvoir aller inspecter chaque maquette et connaître les bonnes tailles d'éléments, les bonnes marges entre un bouton et un paragraphe. Et ça, c'est des outils tout simples qui permettent en fait de respecter le travail des développeurs et de s'assurer que le projet final sera fidèle à ce qui avait été imaginé au début. Et je pense que voilà, en mettant des outils comme ça en place, forcément, on améliore la communication et derrière, ça incite à faire plein d'échanges. Moi, je vois chez Partout, avant, je faisais mes maquettes sur Photoshop, je l'envoyais en JPEG aux développeurs. Donc, clairement, en termes d'intégration, c'était vraiment à l'œil, quoi. Ils n'avaient pas les mesures, ils n'avaient aucun élément. Ou alors, je leur faisais installer Photoshop et ils devaient ouvrir la maquette et se débrouiller pour connaître les tailles et tout ça, mais ce n'était pas leur outil. Et en fait, c'était beaucoup plus conflictuel, quoi. Quand le résultat final n'était pas fidèle, le moindre retour que je faisais pouvait poser problème parce qu'eux estimaient que j'y avais passé du temps. Et pour eux, je pinaillais, quoi. Clairement, c'était le terme. Et depuis qu'on a des outils maintenant pensés pour eux, forcément, c'est beaucoup plus fluide. Et à l'inverse, derrière, ils sont, comme le temps en fait, de développement est plus court du coup sur ces détails, ils sont beaucoup plus motivés à améliorer des petites transitions, des petites animations. Donc, ils s'impliquent davantage dans le produit. Et ça, c'est pareil, c'est juste incroyable à la fin quand on arrive tous ensemble à améliorer un projet alors que c'était même pas forcément prévu à la base. Là, tout le monde est gagnant. Ouais. Je rajouterais aussi un aspect de curiosité, c'est un peu ce que disait Claire, mais le fait de s'intéresser aux problématiques qu'ont les devs, forcément, et une collaboration qui sera accrue et essayer de faire la même chose avec le PM parce que le PM a aussi des enjeux, des objectifs et en essayant de les comprendre un peu mieux, l'équipe s'en portera forcément mieux.
Une question de Victoire. Quelles sont vos morning routines de product designer pour une journée super productive? Le café. En vrai, j'ai aussi une vraie réponse qui rejoint la question d'avant, qui est après le café, dépiler Slack. Alors bon, c'est classique, hein, tout le monde le fait. Si c'est pas Slack, c'est Microsoft Teams. Ça rejoint la question d'avant parce que, en fait, la manière dont moi, on m'a appris à faire mon travail, c'était aussi en essayant de pas bloquer les gens. Et si une petite question pop, très très vite, quand tu vois un dev qui est en train de te poser une question sur une maquette ou ton PM qui a une petite question, essayer de répondre au plus vite. Alors évidemment, en voyant le temps que ça pourrait te prendre, si jamais tu te dis, bah là, j'en ai pour une demi-heure, j'ai une réunion devant moi, savoir bien communiquer en disant, j'ai vu ton message, je te réponds dans la journée, ou alors, bah, écoute, là, tunnel de réunion, malheureusement, ce sera peut-être que demain. Mais dépiler Slack, discuter avec les gens, débloquer les gens qui ont besoin de toi pour avancer, c'est une bonne manière de commencer la journée, je pense. Pour moi, il y a la veille aussi qui est super importante. C'est vrai que j'ai tendance à commencer ma journée en allant voir, par exemple, sur les awards, quel est le site du jour, sur Medium, les derniers articles sortis. Et en fait, ça permet déjà de se mettre dans le bain directement. Personnellement, en tout cas, ça me motive quand je vois le site of the day. Ça permet de suivre la tendance et je vois directement, OK, c'est vers ça qu'on doit aller, en tout cas côté design, ou c'est ce qui est conseillé. Et ça a tendance à challenger un petit peu. On se dit directement, OK, bah, si aujourd'hui j'ai un projet, tiens, si ce site m'a plu, j'aimerais qu'il ressemble potentiellement à ça ou qu'il soit dans la même logique. Après, est-ce que ça me rend vraiment super productif pour autant? C'est une bonne question, mais souvent ces inspirations, je les note, je les garde de côté, je les trie par type de projet. Donc si c'est un site, je sais pas, en rapport avec la restauration et que j'aime bien la manière dont ils présentent les cartes pour les menus, bah, je vais me garder ça d'un côté. Et le jour où je dois utiliser ce genre de pattern, d'éléments, je me rappelle que je peux aller retrouver cette inspiration à tel endroit. Donc c'est pas forcément immédiatement de la productivité, mais sur le long terme, c'est toujours utile. Et j'ajouterais peut-être du coup le fait qu'il ne faut pas trop ignorer ce bon vieux café à la machine à café en mode conversation hyper banale avec les autres. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous approcher des accounts, des sales, des gens avec qui on ne travaille pas au quotidien et qui vont nous raconter en fait que quand on aura un problème ou justement à ce moment-là, ils vont nous parler d'un truc qui va nous faire tilt sur un autre sujet. Et en fait, ça va nous permettre encore une fois, améliorer cette communication au sein de la team et justement avec des gens qui sont au quotidien avec nos utilisateurs, qui les voient tous les jours. Et c'est eux, en fait, qui vont être un peu notre porte aussi au quotidien de comprendre les problématiques et être plus productifs sur la suite. Ouais, c'est vrai qu'on récolte souvent des feedbacks comme ça, de manière indirecte, juste au travers de discussions. Et en fait, ça a une valeur énorme parce que tu viens pas dans le but de poser une question sur telle ou telle pratique, mais tu as ta réponse sans l'avoir cherché. Et derrière, tu peux réfléchir à ça tout au long de ta journée. Et pareil, ça te motive à trouver des solutions. Et après, tu peux aller approcher le CPO ou le product manager en disant, bah voilà, j'ai identifié tel problème. Tu peux le vérifier aussi avec les sessions du coup sur Hotjar. Voilà, il y a plein de manières en fait de s'ouvrir l'esprit et de prendre du recul sur ton travail. Ouais. La question suivante vient de Lucas. Est-ce que pour vous, product designer, peut-être un job qui convient pour une alternance ou il faut plutôt aller vers de l'UX UI avant cela? Pour ma part, ma réponse va être claire. Oui. Oui. 3 fois oui. Ouais, Pareil. perso. Tout à fait. Et nous, on a quelqu'un dans le pipe pour ça, donc ça se fait pour de vrai. Ouais. Farah, vous semble-t-il légitime de demander des portfolios aux product designers? C'est très intéressant comme question. Alors pour ma part, oui, mais c'est pas les mêmes portfolios qu'on demanderait à un UI designer. Il faut que le portfolio résolve un problème, résolve des cas, qu'on sente la sensibilité produit dans les maquettes, dans les exemples de design qu'il a à nous proposer. Voilà pour ma part. Ouais, moi, c'est comme ça que je vais recruter. Je vais en fait pas vraiment regarder ton école ou ta formation enfin, peut-être un peu tes expériences, oui, mais la deuxième chose derrière, c'est vraiment le portfolio. Ok.
Du coup, je questionnerais pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas être légitime. Je pense qu'il y a plusieurs points là-dedans, mais je suis assez d'accord sur le fait que pour nous, c'est important pour avoir quelque chose avec lequel rentrer en empathie. On a vu ton travail. Après, ce qui est tricky, c'est que ça peut être seulement une facette de ce que tu fais. Et je suis tout à fait d'accord avec Fadel, on ne demande vraiment pas la même chose selon le poste. Et typiquement, moi, j'ai l'histoire de la senior UX avec laquelle je travaille. Donc, elle avait que UX, mais qui, pour une de ses embauches, puisqu'elle avait été débauchée, elle n'avait pas préparé de portfolio. Elle a dit, quand je vous rencontre, je vous montre de la matière. Et en vrai, c'est aussi ça qu'on cherche à voir. On veut voir des whiteboards avec des post-it, on veut voir une écriture de protocole, on veut voir que la méthodologie, c'est pas que le double diamant qui a été posé quelque part sur une slide, c'est très cool, mais on le connaît. On veut voir que c'est la méthodologie qui a été appliquée vraiment à un projet. Et au final, le plus important pour un profil UX UI ou product, sachez que parfois les portfolios, on va pas vous mentir, on peut les regarder aussi un peu en long, en large, en travers. On va pas s'attarder sur tous les designs un par un. En revanche, on va regarder si est-ce que le besoin il a été bien expliqué. Est-ce que je le vois? Est-ce que je peux y retourner? Quelque chose que j'ai beaucoup aimé moi, que j'avais conseillé, que j'ai retrouvé récemment en entretien, c'est des key learnings. Tu as montré un projet, dis-nous ce que tu as appris. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et donc, s'il y a ces éléments-là, je trouve ça assez légitime. Mais il y a peut-être pas besoin d'un certain niveau de détail que certaines personnes vont amener. Peut-être que ça peut être plus léger, mais aller plus à l'essentiel. Et peut-être si t'as jamais fait si c'est ton premier taf et du coup t'as jamais vraiment fait d'expériences concrètes qui ont abouti à un vrai produit derrière que tu peux montrer, c'est pas grave en fait. Tu peux juste trouver en fait tes projets toi-même, toute seule, en mode en fait tiens moi-même j'ai rencontré ce besoin. Dans le métro parisien, les bornes, je comprends rien. En fait, vas-y, je vais me lancer, je vais attaquer ce sujet, je vais passer par les étapes de tous les projets classiques et du coup, je vais le proposer comme ça. Je pense que c'est assez chouette aussi de puiser un peu dans son quotidien pour trouver ce genre de projet. Ouais, ça, en plus, ça montre l'aspect curiosité, l'aspect je m'investis dans un projet personnel. En fait, c'est ça, hein. Ce qu'on veut analyser, c'est la démarche, quoi. Il y a une démarche créative et il y a une problématique à résoudre. Et à la fin, il y a une solution qui est proposée. Et voilà. Et la dernière question de Xavier. Quels sont les parcours rêvés en UX UI design et le vôtre à titre personnel? Mathias, est-ce que tu veux te lancer? Les parcours rêvés, c'est une très bonne question. Moi, pendant longtemps, je rêvais d'aller travailler chez Google. Je me disais, ça doit être énorme de se retrouver dans une immense boîte comme ça. Aujourd'hui, finalement, je me dis, est-ce que c'est pas mieux d'être le designer historique d'une petite boîte comme partout qui est en hyper croissance? Après, au niveau du parcours en lui-même pour le devenir, c'est une très bonne question. J'ai pas forcément d'idéal là-dessus. Je dirais qu'il n'y en a pas et que la diversité de nos parcours le montre. Qu'il y a peut-être des parcours moins rêvés, ça probablement, mais qu'aujourd'hui, si on en est là où on en est, c'est qu'on a dû aimer les nôtres. Personnellement, j'ai apprécié le mien puisque c'était un parcours surprise. J'avais pas rêvé de devenir UX UI designer, ça m'est tombé dessus. Et le parcours rêvé à ce moment-là, ça a surtout été d'être dans une petite équipe qui a eu très envie de me faire grandir et qui a capté assez vite ma valeur parce que j'étais très volontaire et que j'en faisais presque plus ou un peu trop, mais au moins ça montrait que j'en avais envie. Donc le parcours rêvé, c'est d'avoir eu la chance de grandir depuis 4 ans et demi dans cette entreprise. Au final, l'entreprise en soi, parfois, c'est vrai que ça peut sembler idiot, mais est moins importante que l'équipe. Botify, le SEO, le référencement naturel, autant vous dire que j'y connaissais rien et que aujourd'hui ça reste très flou pour moi et c'est pas le plus important. Le plus important, ça a été le cadre dans lequel j'ai grandi et du coup le parcours rêvé, c'est de trouver le bon cadre. Je suis assez d'accord. Je pense que le plus important, c'est de se sentir concerné, de sentir qu'on a un impact sur à la limite, ne pas avoir l'impression de travailler, Ouais, c'est ça. voilà, de prendre plaisir tous les jours. Voilà, En termes de reconnaissance, je pense qu'il y a un truc qui fait toujours plaisir, c'est quand les autres personnes
connaissent en fait ce que tu as fait, connaissent ce sur quoi tu travailles. Si tu as créé un logo et que ce logo gagne en popularité, évidemment, il y a beaucoup de fierté là-dedans, mais bon, l'humilité reste vachement importante dans ce métier-là et il ne faut pas non plus tomber dans ce truc, ça y est, je suis le meilleur, tout le monde sait ce que je fais. C'est un métier qui est en constante évolution, il faut toujours être à l'affût des dernières tendances, des derniers outils à maîtriser. Enfin voilà, ça résume un peu tout ce qu'on a dit là pendant ce talk, c'est que c'est un métier très changeant et il n'y a pas vraiment de sommet à atteindre, où il n'y a pas de parcours idéal qui fait que c'est bon, on a monté l'escalier, on est arrivé tout en haut et on ne pourra plus jamais redescendre. Je pense que franchement, non, faut toujours... faut jamais en fait se conforter sur ses acquis, quoi. Ouais. Bah ouais, moi je suis complètement d'accord. J'ajouterais peut-être juste le fait que il y a ce truc un peu qu'il faut peut-être un peu dédramatiser, qui est en fait, ça veut pas le fait je sais pas, être product designer aujourd'hui, ça veut pas forcément dire qu'il faut être head of design demain, être manager, etc., etc. Aujourd'hui, il y a tellement de parcours en fait que je croise où en fait quelqu'un était lead head of pour ensuite devenir prof de design, pour ensuite devenir finalement vraiment designer, et il a dû réapprendre à travailler sur Figma pour ensuite à nouveau être dans le management. Enfin, pour le coup, je pense qu'on est tellement libre et on a pour le coup cette chance d'être assez demandé aussi sur le marché, il faut le dire, c'est une vraie chance qu'on peut vraiment se permettre de créer, en fait, de personnaliser notre parcours et de le faire vraiment sur mesure pour nous, en fait, à l'instant T, en fait. Dès qu'il y a une opportunité qu'on trouve super intéressante, ben, en fait, why not? Écoutez, c'est sur ces belles paroles que ce webinaire va se terminer. Il reste encore quelques questions pour lesquelles on n'a pas pu répondre. Ne vous inquiétez pas, on y répondra dans un second temps et on diffusera les réponses sûrement sur le Mediatiga. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce webinaire, et puis merci à toutes celles et ceux qui ont participé et posé des questions. C'était très, très interactif. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, une idée générale à retenir sur le métier ou des conseils pour ceux qui veulent se lancer? Donc, voilà, rapidement. Soyez passionnés et foncez dans vos projets perso. Si vous n'avez pas forcément d'expérience, il ne faut pas avoir peur. Vraiment, apprendre aujourd'hui à maîtriser Figma, mais sans forcément être un professionnel, juste montrer qu'on a vu une problématique, on a envie d'y répondre et voilà, être motivé, être passionné. Ouais. Pour moi, c'est la clé. Aligné. Bon, vous m'avez entendu, communication, humilité. Et puis, effectivement, je pense que c'est un métier, on a la chance qui peut se faire avec un bagage de soft skills, et c'est vraiment le principal. Ensuite, un max de motivation, et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles. C'est une énorme chance parce que c'est un métier demandé et qui est vraiment génial. Mais tout est possible. Et moi, je dirais copier l'existant pour déjà savoir si ça vous plaît, vraiment, vraiment copier et pas avoir peur de copier. Et puis bien s'entourer pour être sûr que du coup, on est toujours à l'affût des nouvelles technologies, de nouvelles tendances, et aussi d'avoir de l'aide, en fait, grâce aux autres. Ok, moi, je parlerai d'humilité. Je pense que c'est le maître mot de notre métier. Voilà. Soyez humble. Ayez confiance en vous, mais soyez humble. La balance subtile. C'est ça. Écoutez, merci. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci C'était beaucoup. Rocco. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Salut. Au revoir.